Bonjour à tous. Je m'appelle Véronique alors je suis chercheuse et chargée de projet au Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville. Euh, on avait des petits problèmes de connexion juste pour être sûr que Jean-Philippe, ça marche. T'es-tu avec nous? Yes. Je suis là. Wouhou! Super. Bien heureuse de commencer ce quatrième webinaire là, qui s'inscrit dans le cadre du projet Repenser l'habitation pour la relève agricole. On mène ce projet-là au CISA depuis 2024. Dans le fond, l'objectif de ce projet-là, c'est d'accompagner 3 territoires qui sont la municipalité de Saint-Camille, la municipalité d'Eau-Claire dans le Témiscouata et la MRC des Basques dans la conception, co-création de projets de logements abordables destinés à la relève agricole. Donc, dans le cadre de ce projet-là, l'objectif, c'est en fait, on souhaite aussi inspirer nos 3 territoires en leur présentant, en les mettant en contact avec des porteurs d'initiatives inspirantes. Puis, on a eu le cas de Quartier Artisan qui était notre premier webinaire. Ensuite, Territoire solidaire aussi qui a été présenté. Puis, plus récemment, le hameau de la colline du Chêne, euh, situé encore en Estrie. Il semble se passer quelque chose en Estrie là, au niveau de l'habitation. Bref, tous les webinaires sont enregistrés et disponibles sur notre chaîne YouTube aussi. Enregistré et disponible. Oh, j'ai entendu mon écho. Désolée, ça m'a déconcentré. Enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube du CISA pour être consulté ultérieurement. Donc, sachez que vous êtes enregistré aujourd'hui aussi. Pour la période de questions, comment on va fonctionner? On va laisser Jean-Philippe présenter à peu près un 30 minutes là, qui était prévu. Puis, on va avoir une période de questions à la fin, 20-25 minutes. Vous pourrez les poser soit à l'oral ou dans le chat. Là. Moi, je m'assurerai de faire la gestion des tours de parole. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Jean-Philippe, qui est Jean-Philippe Vermette, cofondateur et directeur général de Foncier solidaire Brome-Missisquoi, pour nous présenter un peu l'organisme et tout ce qu'ils font de très innovant en Estrie. Donc, la parole est à toi, Jean-Philippe. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on Oui, c'est t'entend bien. parfait. Bon, ben, dans le fond, nous, on est un groupe de citoyens. Ça a commencé par un couple d'amis qui avait acheté une propriété à Sutton, qui est un village à côté de chez nous, puis qui ont voulu la revendre sur le marché, mais pas trop cher pour permettre à une prochaine jeune famille de venir s'installer. Puis, ben, ils ont réussi à leur offrir à un bon prix parce que eux, la prochaine maison qu'ils avaient était aussi à un bon prix. Puis l'histoire voudra que les prochains acheteurs ont mis quelques moulures de pain, puis qui ont revendu la maison avec une plus-value importante. Puis là, ça a comme créé une frustration de Ah, mais pourquoi il n'y a pas plus de mécanismes de revente qui sont mis en place? Oui, c'est possible de dire à ton notaire, s'il te plaît, je voudrais que la prochaine fois que tu vas à la maison, ça ne soit pas trop cher, mais que c'était faible d'un point de vue juridique. Puis on s'est dit, c'est sûr qu'il y a des manières de faire pour contrôler la revente des maisons, notamment, ben, plus particulièrement dans les questions d'accès à propriété, parce qu'on a vu que, ben, il y avait beaucoup d'initiatives supportées notamment par le gouvernement pour tout le parc locatif, mais pour l'accès à propriété, il y avait peu de choses. Puis quand on pense à la relève agricole, quand on pense aux régions, ben, le rêve de l'accès à propriété est encore valable. Il est de moins en moins, mais il est encore, comparativement même temps à Montréal, où on a un parc immobilier de 70 de locataires, 30 de propriétaires. L'accès à la propriété, là, est vraiment compliqué. Mais dans une région comme Brome-Missisquoi, le 10 ans, c'était tout à fait valable d'imaginer, là, dans le fond, qu'on pouvait encore avoir accès à la propriété.
Puis ben là, la COVID est arrivée aussi avec tout ça. Les gens se sont achetés des maisons secondaires. Ça crée une pression sur le marché. Puis on s'est dit, OK, comment faire pour adresser ces questions-là? C'est-à-dire, on est une gang de monde qui ont réfléchi pas mal, là, puis qu'on a fini par faire un projet qu'on vous présente aujourd'hui. C'est-à-dire, Véronique, si tu pourrais juste passer. À la prochaine slide, c'est-à-dire, dans le fond, Foncier Solidaire, c'est une OBNL en habitation. Puis contrairement aux OMH, aux GRT ou à d'autres groupes en habitation, nous, on a essayé de mettre comme le all dress, là, mettons, all dress ketchup mayo. Là, on a vraiment décidé d'essayer de tout faire. C'est-à-dire, on détient des actifs, on contrôle la plus-value par du démembrement de propriété. On est un promoteur immobilier, on fournit les services d'entrepreneur général, on fait de l'intendance, puis on fait là, plus récemment de l'accompagnement puis du transfert d'expertise. C'est-à-dire, ultimement, on part du point A jusqu'à la fin, là, puis même jusqu'à la fin étant la perpétuité, parce que l'intendance, là, ça se passe jusqu'à toujours. Puis on s'est inspiré par notre gouvernance des CLT, là, des Community Land Trust, qui dit que dans les bonnes pratiques, on est un tiers de résidents, un tiers de voisins et sympathisants, puis un tiers de pouvoir public, c'est-à-dire sur notre CA, on a 3 sièges statutaires, un pour une ville de notre MRC qui a un projet de foncier solidaire, un pour la MRC, puis un pour la table logement là, qui siège sur notre conseil d'administration. Puis dans le fond, c'est ça, tu sais, on regardait les modèles qui existaient au Québec, puis ben, les GRT, c'était super intéressant, mais ils ne faisaient pas de l'entrepreneur général. Les OMH, c'était intéressant, mais c'était des espèces de structures parapubliques qui faisaient beaucoup dans le locatif aux personnes plus vulnérables, ne faisaient pas d'accès à la propriété. Les coopes de propriétaires, c'est le fun, mais c'est très refermé sur soi-même. Tu sais, les coopératives, c'est pour les utilisateurs, il y avait peu d'ouverture sur les autres. On utilisait un type de démembrement de propriété qui est l'usufruit qui ne nous convenait pas non plus. Tout ça pour dire qu'on a monté un projet pour justement essayer de réfléchir à différents angles d'approche pour améliorer l'accès à l'habitation. Puis, c'est ça, on a, si tu veux passer à la prochaine slide, on a séparé un peu notre modèle en quatre, là, c'est-à-dire le modèle de démembrement de propriété. On utilise l'amphithéose sur description technique. Dans le fond, c'est un type de démembrement de propriété qui s'apparente au baux réel solidaire qu'on trouve en France et en Belgique depuis 2014. Avant 2014, avant la loi Allure, ce qui est la loi sur le renouveau du logement qui a amené justement différentes réformes dans le système de code civil français, on utilisait des démembrements de propriété par amphithéose sur description technique. Puis là, après ça, ça s'est institutionnalisé. Puis c'est le souhait, là, ultimement, la foncier solidaire, qu'on institutionnalise notre initiative. C'était là, ultimement, on utilise le droit d'amphithéose qu'on regardera tantôt pourquoi on a choisi ça, puis c'est quoi les différents leviers qui sont propices pour ça. On utilise un modèle d'entrepreneur général sans but lucratif qui n'existait pas au Québec avant. Tu sais, souvent, construction Jean-Paul Demers, là, essentiellement, c'est mon oncle qui met sa maison en garantie, puis qui construit là, son habitation, puis qui ne peut pas vraiment vendre sa compagnie parce qu'il est lié à son nom, là, mettons. Nous, on s'est dit, ah, mais pourquoi, dans le fond, ce pas des entreprises sans but lucratif qui construisent des écoles, des routes? Il y a de l'argent à faire, là, changer un poteau de circulation, c'est 1 million. Là, j'imagine bien que l'économie sociale pourrait en profiter. C'est-à-dire qu'on a toutes fait les démarches auprès de la RBQ, la CCQ, les différents paliers de gouvernement, Revenu Québec, Agence de revenus du Canada, pour, dans le fond, développer un modèle d'entrepreneur général sans but lucratif. On a été chercher notre licence 1.1.1 qui nous permet là, de construire des maisons neuves avec des plans de garantie, là, GCR. Là. Mais ultimement, là, on est rendu aussi avec notre 1.3, bâtiment à tout genre. Demain matin, on pourrait construire des hôpitaux, des écoles, puis ça fitterait aussi dans le modèle. L'idée du modèle d'entrepreneur général sans but lucratif, c'est, oui, d'avoir plus de transparence dans le secteur de la construction. C'est-à-dire, tu sais, souvent, mettons, on dépeint les entrepreneurs généraux dans les téléséries québécoises de manière un peu grossière, là, mettons, là, Voyage dans le Sud, gros pick-up, puis tout. Mais dans les faits, c'est quoi toute la game en arrière de ça? C'est quoi, où va l'argent? C'est quoi les cotes que chacun se prend? Est-ce qu'on peut avoir de la fiabilité, de la transparence? Moi, je rêve un jour d'avoir un garagiste sans but lucratif là, qui m'explique en toute transparence les réparations à faire qu'il y a sur mon char. J'ai décidé d'être entrepreneur. On verra un jour si je deviendrai mécanicien. Il y a les banques aussi sans but lucratif. Là. Je me dis, comment ça qu'au Québec, on n'a pas de banque sans but lucratif? Mais peu importe, on reviendra plus tard sur ces questions-là.
Développer un modèle financier communautaire institutionnel, parce que oui, il y a des institutions qui désirent financer ce genre de modèle-là innovant, mais c'est pas n'importe lesquels. C'est-à-dire, nous, on a monté un espèce de modèle financier qui, entre le sociofinancement, les obligations communautaires, les partenaires plus alternatifs du financement en capital patient, c'est-à-dire, on a monté quelque chose. Puis, ultimement, il a fallu mettre beaucoup de temps, d'énergie, d'engagement, d'amour, là, comme toute chose étant un peu à contre-courant. Ben, c'est sûr que nager contre-courant, ben, ça demande beaucoup d'énergie. Puis je parle tout le temps un peu de santé mentale, là, c'est mon cue pour parler de, oui, c'est le fun de faire des affaires nouvelles, mais il ne faut pas se brûler non plus là-dedans parce que c'est pas mieux, il faut arrêter de travailler parce qu'on s'est brûlé dans tout ça. Puis j'y ai passé proche parce qu'à travers les trois autres ingrédients, ben, il y a eu plusieurs refus, plusieurs blocages, plusieurs sables dans l'engrenage. Puis c'est venu chercher là, des énergies profondes, là, mettons, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, on va passer à travers chacun. Tu sais, des fois, quand je t'ai invité, mettons, à la PCHQ, là, qui est l'association dans le domaine de la construction, je vais parler plus du modèle d'entrepreneur général, ou quand je suis invité par des chambres de notaires ou d'avocats, on va parler plus du modèle de démembrement de propriété. Là, aujourd'hui, tu sais, là, c'est agricole, ish, générique. Je ne sais pas trop c'est qui à qui je parle, mais je m'imagine que c'est des gens qui veulent peut-être faire des projets similaires. C'est-à-dire, on va passer à travers comme chacun des volets, mais n'hésitez pas là, dans la période de questions si vous voulez approfondir un ou l'autre. Là, il y a peut-être des termes là-dedans que vous n'avez même jamais entendus. C'est-à-dire, n'hésitez pas là, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit en cours de route. Essentiellement, au Québec, il y a deux voies traditionnelles, là, soit que tu es locataire ou tu es propriétaire. Puis là, après ça, il y a des variations sur le thème locataire. Là, tu peux être locataire sur PSL, là, qui est le programme de soutien loyer. Tu peux être locataire dans une coop d'habitation. Tu peux être locataire de plein de manières, mais essentiellement, tu restes toujours un locataire au sens où le capital investi sous forme de loyer pendant la durée de ton bail ne te sera pas rendu à la fin. Puis de l'autre côté, tu as une shitload de propriétaires. Là. On est 60-65% au Canada de propriétaires, essentiellement en banlieue puis en ruralité, qui, dans le fond, sur la revente d'une maison principale, on est exonéré d'impôts. C'est un immense levier financier qui sert à la fois pour l'héritage, la retraite, pour se bâtir de l'équité en cas de problème. L'accès à la propriété demeure au Canada vraiment un symbole d'ascenseur de classe, au sens où ben, si tes parents sont propriétaires, il y a des bonnes chances que tu le sois, parce qu'ultimement, ils vont t'avoir légué soit la propriété ou le gain en capital non imposable de la propriété. Toi aussi, tu vas pouvoir devenir propriétaire, mais on crée aussi des générations de locataires, où si tes parents n'étaient pas locataires, et n'étaient pas propriétaire, ben, possiblement tu vas être locataire aussi. C'est-à-dire, on est en train vraiment de voir ce fossé-là s'agrandir, puis ben, moi, ça me fait chier, mettons, de voir qu'on crée vraiment deux classes comme ça, même si tout le monde peut avoir accès à devenir millionnaire du jour au lendemain avec un loto 649, il y a deux classes qui sont en train de créer, puis je me dis, comment ça que le monde est binaire comme ça? Il y a une troisième voie possible, foncier solidaire, puis là, je dis pas, voici la solution à tous les maux du monde, là, je dis juste, il y a une troisième voie, puis il y en a sûrement des quatrième, cinquième, sixième voies. Cette voie-là, dans le fond, est inspirée des terrains de camping, des parcs de maisons mobiles, mais aussi est inspirée là, des beaux réels solidaires en France, où ce que, ultimement, pour faire simple, tu es locataire du terrain, mais tu es propriétaire de la maison. C'est plus compliqué que ça parce que tu n'es pas vraiment propriétaire de la maison, tu es propriétaire d'un droit d'amphithéose qui te permet de construire une maison sur un terrain que tu as loué. Puis c'est pas vraiment une location, c'est une cession d'amphithéose associée à un canon qui va permettre pendant la durée du bail de jouir pleinement de la propriété, mais en permettant au nu propriétaire d'avoir une certaine prise sur ta propriété superficielle, qui n'est pas vraiment une propriété superficielle, parce qu'on n'est pas dans ce type de démembrement de propriété-là. Tout ça pour dire que on est dans une voie qu'on ne comprend pas vraiment au Québec. C'est quoi? Parce qu'on ne l'utilise pas. On utilise l'amphithéose souvent, mettons, pour permettre une ville va céder en amphithéose un terrain à une coop d'habitation qui va construire une habitation qui va après ça, ultimement, s'en aller en location. Mais on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant un droit d'amphithéose tweaké, comme on l'a fait, comme on va voir tantôt, qui permet à un OBNL de signer une amphithéose directement avec un amphithéâtre qui va être
l'ultime résident de l'habitation en tant que tel. C'est-à-dire, nous, nos résidents, on n'appelle pas des locataires, des propriétaires, on les appelle des amphithéâtres. C'est sûr qu'un jour, on va avoir un mot plus sexy pour décrire qui nous sommes, mais pour l'instant, malheureusement, la sémantique française nous donne ce caractère-là. Puis là, si on regarde plus en détail, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que Foncier Solidaire acquiert un terrain. Nous, on fait des démembrements de propriété, pas par un programme de lotissement, mais par, dans le fond, des descriptions techniques. Une description technique, c'est quoi? C'est, en fond, on peut mettre des descriptions techniques un peu partout dans le monde. Je peux dire que à un point X dans l'univers, je pars de ce point X-là, j'avance de 2 mètres par en avant, 3 mètres par en arrière, 2 mètres sur le côté. Puis ça, ce petit carré-là qui peut être dans les airs, au sol, en dessous de la terre, je te le cède. Puis ça, c'est un des privilèges d'être propriétaire, c'est que tu peux découper dans l'espace un petit carré par un arpenteur, puis de le céder à différentes fonctions pour différents usages. Puis souvent, les descriptions techniques sont associées au droit de servitude, qui est un autre type de démembrement de propriété, qui est fréquemment utilisé par les compagnies énergétiques. C'est-à-dire, on peut s'imaginer une description technique par servitude pour Hydro-Québec pour passer une ligne sur un terrain. On peut s'imaginer la même chose pour Bell Canada Télécom. Un pipeline dans ta face sur une terre agricole parce qu'on a besoin d'exporter nos ressources naturelles. C'est-à-dire, on utilise la description technique par servitude souvent. Là, description technique avec une session d'amphithéose, c'était assez innovant. Là, puis je sais que c'est vraiment niché comme innovation, là, mais ça restait que c'était quelque chose qu'on avait rarement vu au Québec, puis on a décidé de le faire. Nous, dans le fond, on propose des plans de construction pour le projet. Ces plans de construction-là sont réalisés par la meilleure personne pour faire le bon travail, au sens où on n'engage pas des architectes pour engager des architectes. Si on est en bas de 3500 pieds carrés planchers, on va prendre un technologue en architecture avec pas de droit d'auteur sur les plans qui vont permettre de répliquer ces plans-là dans une logique justement d'abordabilité toujours. Puis, on en parlera un peu plus tard dans la partie entrepreneur général, mais que nous, qu'est-ce qu'on recherche? Il y a un concept qui a été développé aux États-Unis, ça s'appelle la Pretty Good House, qui est le juste équilibre entre qualité, respect de l'environnement et abordabilité. On a vraiment constitué, là, dans le fond, au Québec, deux classes de construction, soit les constructions haut de gamme, là, avec des noms d'entrepreneurs général, avec des noms latins, là, Domus Crocus, là, mettons, qui bâtit des maisons lead, ou de l'autre côté, gestion scrap, là, qui bâtissent des logements un peu scrap qui vont finir par fondre après 200-300. Puis on dirait qu'il n'y a pas de juste milieu, de tout le temps trouver le perfect point où ce qu'on retrouve qualité, abordabilité dans le respect de l'environnement. Puis ça commence dès la conception des plans de OK, fenestration abondante, un sous-sol, pas de sous-sol, monopente, pas monopente, toiture métallique, pas de... Tout ça se passe justement à cette étape-là. C'est pour ça que nous, on propose des plans de construction, puis on ne laisse pas, là, mettons, à tout et chacun de construire des choses, parce que c'est souvent là qu'on va se ramasser avec des extras, parce que moi, j'aime ça, les tours de fenêtres noires, je trouve que ça fait vraiment beau. Oui, mais tu sais-tu que ça coûte 15 de plus, tes tours de fenêtres noires? Puis, non, je ne le savais pas. Ben oui, ça fait partie des critères qu'on va pouvoir, après ça, amener aux gens pour qu'ils choisissent les bons matériaux aux bons endroits au bon moment. On lance un appel de candidature pour occuper ces sous-lots-là, dans le fond, pour faire les sessions d'amphithéose. On a constitué un comité de sélection ad hoc de notre CA pour faire la sélection de ces gens-là. Essentiellement, on s'adresse aux premiers acheteurs, à la relève agricole, aux gens qui sont déjà impliqués sur le territoire. Bien évidemment, on ne s'adresse pas aux commerciales, aux Airbnb, à toutes maisons secondaires et autres. C'est vraiment, dans le fond, en France, c'est encore plus serré. Il faut que tu sois en dessous d'un certain seuil de revenus parce que c'est davantage subventionné. Puis c'est ça qu'on dit à la SHQ. Nous, on serait prêt à resserrer nos critères de sélection si en contrepartie, on avait un financement conséquent qui ferait en sorte qu'on pourrait ultimement offrir ces logements-là aux personnes qui en ont peut-être le plus besoin. On sélectionne les candidatures. Les candidatures doivent être bankable, là, puis ça, c'est un des différences du modèle d'affaires de Foncier Solidaire sur d'autres modèles d'affaires, plus, mettons, en location. C'est que nous, dans le fond, c'est juste des bridges. On a juste besoin de l'argent jusqu'à la prise des prêts hypothécaires. C'est-à-dire le gouvernement, essentiellement, n'investit pas
des sommes à long terme dans foncier solidaire, ils font juste des garanties de prêt pour ultimement faire des bridges de la construction jusqu'à la prise en charge de l'hypothèque. C'est-à-dire, si on fait un échéancier de travaux, mettons, entre 8 et 12 mois pour une maison, ben, ultimement, c'est l'hypothèque qui pogne le logement dès que c'est renversé. On signe les actes d'amphithéose. Les actes d'amphithéose, dans le fond, sont non taxables en termes de droit de mutation. Puis ça, on l'a découvert sur le tard. Ça fait en sorte que moi, je cède un droit d'amphithéose où il n'y a pas de taxe de bienvenue parce que c'est associé à du résidentiel. Puis après ça, il y a une amélioration majeure du bien qui fait en sorte qu'il y a une construction qui se bâtit dessus. Euh, Puis que justement, et ça vient encore une fois travailler sur l'abordabilité. Les candidatures, ils contractent un prêt hypothécaire pour la construction. Puis justement, nous, on s'assure de la construction. Puis on pourrait s'imaginer la même chose sur une maison existante où ce que soit qu'on veut faire de l'optimisation, c'est-à-dire tu sais, en région, il y a souvent ces grandes maisons-là qu'on pourrait diviser en bigénérationnel ou bifamilial ou ajouter une unité d'habitation accessoire sur le même terrain. Puis après ça, céder des droits d'amphithéose sur chacune des unités qui seraient créées à la suite de l'optimisation. C'est-à-dire, ça, c'est une des pistes là, qu'on a validées. On sait qu'on peut le faire. On ne l'a juste pas encore fait là, pour l'instant. Le projet se résume à de la construction neuve là, qu'on a faite jusqu'à maintenant. Puis si on passe à la prochaine slide, Véronique. Dans le fond, comment ça fonctionne à la revente, c'est que l'amphithéâtre, dans le fond, il ne peut pas revendre là, sur Centris ou Realtor parce que ce n'est pas un bien qui appartient, lui, il est juste propriétaire d'une session d'amphithéose. C'est-à-dire, ultimement, il veut céder sa session d'amphithéose, c'est-à-dire, il nous dit, hey, je veux partir. Dans une session d'amphithéose classique, je t'aurais fait un canon qu'on appelle, là, qui est un bail d'une pièce. Puis en échange du bail d'une pièce, toi, tu construis quelque chose dessus, puis à la fin du bail, tu me le redonnes sans que je te dédommage le montant que tu as remis dessus. Nous, on l'a tweaké pour qu'on te dédommage. Puis le prix de rachat a été fixé sur l'investissement de départ, les améliorations qui auront été faites en cours de bail, qui auront été jugées valables par le comité travaux. Puis, on a indexé la valeur de la revente sur le taux directeur de la Banque du Canada annualisé. Certaines personnes disent, ah, vous devriez prendre l'IPC, ah, vous devriez prendre un taux fixe à 3 Nous, on a décidé, taux directeur de la Banque du Canada, cette année, il est sur 2,25 La personne qui est en fiat a reçu un certificat qui dit, tu as acheté de temps, tu as fait tant d'améliorations, voici, cette année, c'est 2,25. Si tu cédais ton amphithéose, voici combien qu'on te redonnerait actuellement. Puis après ça, la personne dans l'OBNL, ultimement, se retourne de bord, revient avec un appel de candidature. Puis là, il pourrait décider, l'OBNL, de fixer un prix légèrement plus haut pour des frais d'administration, notamment notariales, pour les transactions. Pour l'instant, on n'a jamais revendu de session d'amphithéose. On pourrait s'imaginer soit revendre, faire une nouvelle session d'amphithéose ou faire une prolongation. Nos bails, nous, sont sur 99 ans. Dans le fond, la particularité, c'est que pour être assuré à CHL sur un accès à propriété, il faut que le bail soit de 5 ans de plus que ton prêt hypothécaire. C'est-à-dire, ultimement, si on avait une solution, mettons, étirée au plus possible sur un prêt hypothécaire de 30 ans, il faudrait que le bail soit d'au moins 35 ans pour que ça soit assurable à CHL. C'est-à-dire, on pourrait s'imaginer qu'on aille un renouvellement avant de faire une nouvelle session d'amphithéose. De toute façon, si on regarde la jurisprudence, pour qu'une session d'amphithéose soit valable, il faut qu'il y ait une amélioration significative du bien. Mais on ne s'entend pas sur qu'est-ce que c'est une amélioration significative du bien. Puis dans la jurisprudence, la plantation d'une haie de cèdre est suffisante. C'est-à-dire, on s'imagine que sur un bail de 99 ans, planter une haie de cèdre sera suffisante là, parce que, ultimement, ça revient au nu propriétaire d'assurer qu'il y a une amélioration significative, puis foncier solidaire étant le nu propriétaire, on a tout intérêt de dire, ben oui, c'est correct, j'ai pas envie de te céder ton amphithéose, mais ça nous donne aussi le levier de faire en sorte qu'on conserve le bien, parce que dans l'amphithéose, on n'est pas supposé, l'amphithéâtre ne doit pas dégrader le bien. C'est-à-dire, s'il y a infiltration d'eau, c'est dans le devoir de l'amphithéâtre de faire les réparations nécessaires.
chose qu'on n'avait pas dans la coop d'habitation, où on a vu des dégradations là, de logements avec aucun fonds de prévoyance, pas de calendrier des travaux. Puis c'est pour ça que le gouvernement du Québec a ultimement amené là, des restrictions aux coop d'habitation, parce qu'il n'y avait pas ces mécanismes-là d'entretien des biens qu'on retrouve, nous, dans notre modèle. Si on continue... Dans le fond, j'en ai parlé un peu, mais c'est pour qui? C'est ultimement pour les premiers acheteurs, pour les propriétaires qui désirent mettre leur habitation dans le foncier solidaire, c'est-à-dire on se dit aussi ouvert à ça, ultimement, quelqu'un qui habite dans une maison X, qui réussit, dans le fond, à mettre son habitation à juste prix, là, pas donné, mais à juste prix, l'habitation à foncier solidaire, ben, on pourrait s'imaginer de la mobilité, parce que ça, cette question-là de la captivité de l'alternative, c'est quelque chose qu'on nous parle souvent de oui, mais le jour où je vais partir de foncier solidaire, si la plus-value a été fixée sur le taux directeur de la Banque du Canada, je vous donne le comparable. Dans Bromissiquois, sur le triennal, ça a été 14 par année. Ça veut dire, dans le fond, je perds 11,5. Oui, on perd 11,5 dans une logique spéculative d'investissement immobilier, mais ultimement, si on se résume que l'habitation est un droit puis qu'on devrait, dans le fond, avoir accès à un taux plus similaire à l'IPC ou à un taux directeur, ben on arrive là. C'est pour ça que, et pour que ça marche, le système, ben, il faut soit rester dans le système ou augmenter le bassin du système pour faire en sorte qu'il y a de la mobilité dans le système. C'est-à-dire, ultimement, quelqu'un qui a un 2000 pieds carrés dans le foncier solidaire, ben, pourrait migrer vers une unité d'habitation accessoire une fois que les enfants seront partis pour lui, ultimement, céder sa propre place pour une nouvelle jeune famille, puis ultimement, qu'il y ait un parc immobilier assez présent pour qu'il y ait de la mobilité. Puis on le voit en France, avec 20 000 portes en France sous bail réel solidaire, on voit qu'il y a une mobilité à l'intérieur de ces logements-là, puis que ça crée là, moins de captivité, chose qui est des fois des angles morts, des modèles alternatifs là, qu'on développe, où ce que, bon, ben, t'es pogné là-dedans, puis si tu veux en sortir, t'es fait là. Si on continue, dans le fond, c'est ça, la licence d'entrepreneur général, nous, on a été la chercher parce que, ultimement, si vous revenez là, dans l'historique du projet, nous, on achète un terrain, on veut ultimement retrouver l'argent de l'achat du terrain sur l'amortissement des ventes de cessions d'amphithéose. On fait des soumissions à des entrepreneurs généraux pour pouvoir bâtir là, sur nos cessions d'amphithéose. Puis on voit qu'il n'y a rien dans la qualité qu'on veut construire en bas de 350-400 pièces le pied carré. Puis là, on se dit, OK, ben pour un 2000 pieds carrés, à 400 pièces le pied carré, on se retrouve à 800 000, plus l'amortissement de terrain, fosse septique, puis on est à 1 million, là, rapidement, là, mettons, quand on regarde les chiffres, puis là, on peut même dire que l'abordabilité va se constituer dans le temps, puis 1 million à 2 ben, ultimement, cette maison-là va être abordable dans 40 ans. Oui, les générations futures, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Demain matin, il y a quelqu'un qui achète ça à 1 million, on s'entend que ce n'est pas quelqu'un qui est sous le seuil du revenu ou peu importe. C'est-à-dire, on s'est dit, OK, en devenant entrepreneur général sans but lucratif, c'est quoi les différents leviers fiscaux, économiques qui nous permettraient, dans le fond, ultimement, de diminuer les coûts puis de s'approcher davantage à 200 pièces le pied carré, incluant terrain et infrastructure? Est-ce que c'est réalisable? Puis là, on avait soit le choix de faire un modèle d'affaires théorique ou y aller direct, faire nos examens, mettre des poches à clous, embaucher du CCQ, puis let's go. Puis on l'a fait. C'est-à-dire, on l'a fait, puis l'expérience nous dit que 200 pièces, ça se peut, mais ça serre les reins un peu. Puis que si on fait une cible à 250, ben, on est correct, puis on dégage du revenu, puis ça va bien. Il y a d'autres entrepreneurs généraux sans but lucratif qui se sont constitués depuis qu'on a été constitués, notamment en Gaspésie. Eux, leur logique, c'est de dire non, on vend à 400 pièces le pied carré au même prix. On optimise les maisons, c'est-à-dire ultimement, on ne construit pas du 2000 pieds carrés, on construit plus petit, parce qu'ultimement, tout est une question de pieds carrés. Puis l'argent, le bénéfice net non réparti qui va être accumulé par la vente, ben, va être réinvesti dans la mission de l'organisme comparativement à, mettons, dans un entrepreneur privé, dans sa vie privée, mettons. Puis c'est une logique qui se tient, c'est pas la logique qu'on a optée. Nous, on a vraiment voulu diminuer au maximum les coûts de construction, mais on se dit notre développement va passer par des municipalités, des partenariats qui vont soit nous céder des terrains, soit qu'on va optimiser des terrains. Puis c'est ça qu'on réalise depuis qu'on a parti le projet.
plein de monde, plein de municipalités, des organismes et autres qui sont propriétaires de terrains. Hey, on a envie de faire quelque chose, on pourrait faire une entente sur une partie de l'eau, sur un terrain et autres, puis que ultimement, on voit notre développement en partenariat avec la collectivité et non dans un modèle classique économique où ce qu'il faut dégager des revenus pour les réinvestir pour ultimement grossir. C'est-à-dire, c'est deux stratégies de développement différentes, mais les deux se valent. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que les autres. On a vraiment voulu aussi faire un projet qui était en lien avec les réalités québécoises, au sens où tu t'en vas construire en Nouvelle-Écosse, là, tu pourrais demander à tes chums, tes cousins, puis tout, de venir construire avec toi. Il n'y a pas de syndicat là-bas. Ah ouais, il n'y a pas de CCQ. Let's go, on y va. Mais c'est le contexte de la Nouvelle-Écosse. Au Québec, on a la CCQ, on a les syndicats locaux, on a une structure du milieu de la construction qui nous oblige, dans le fond, à respecter des règles et conformités. Puis ça fait en sorte que les coûts de construction sont ce qu'ils sont, mais on peut quand même dans le fond, faire en sorte que la job est agréable et que ça donne sens. Il y a beaucoup d'employés CCQ qui sont tannés de travailler sur les chantiers, qui sont en train de travailler, puis qu'ils aimeraient ça travailler pour une entreprise de construction qui fait sens, en but lucratif, qui donne de la valeur. C'est-à-dire, on a réalisé que dans le milieu de construction, c'était pas blanc ou noir, là. C'était pas juste des gros machos qui faisaient des jokes de cul, là. Oui, il y en a, rassurez-vous, mais c'est pas juste ça qu'il y a. Puis il y a aussi beaucoup de fournisseurs solidaires, c'est-à-dire des gens qui, dans la porte et fenêtres, dans la toiture, dans les fermes de toit, dans les trosses, qui disent ah ben, OK, ça me fait triper, là, qu'est-ce que tu fais, là, dans le fond, tu es un modèle de construction sans but lucratif, on serait capable de jouer avec nos prix, on serait capable de jouer avec nos marges, puis pour ce projet-là, ben, on est capable de faire des prix solidaires, puis c'est pour ça qu'on a composé une banque de fournisseurs solidaires qui, justement, adhère à la mission, qui nous permet de livrer des logements pour des premiers acheteurs à un prix. Puis il n'y a personne là, qui fait des dons et commandites, là. On fait juste baisser nos marges dans le temps des projets qui font sens pour la communauté. Puis quand c'est le temps de se faire la pièce sur une maison secondaire, sur le Pinac, à quelqu'un qui est rendu à sa quatrième maison secondaire, ben là, on va y charger full price parce que c'est ça la game. Tu sais. Si on Je sais pas, continue, je sais pas, il te reste combien de temps, vraiment mais pas longtemps. OK, parfait. On pourrait garder un 20 minutes pour les questions. Oui, vraiment pas longtemps. Dans le fond, le financement communautaire et institutionnel, essentiellement, on a comme deux soutiens financiers là, qu'il nous faut. Un en capital patient pour tout ce qui est terrain, infrastructure. C'est de l'argent où ce qu'on va chercher un taux d'intérêt d'environ 3 puis c'est plus qu'un an. Là. C'est justement nous pour acheter le terrain, pour mettre les fosses septiques, pour mettre les puits, pour comme activer le terrain. Là, ça nous prend cet argent-là. D'autant plus qu'en préconstruction, euh, après ça, ça va être du prêt à court terme, où ce que les institutions bancaires vont venir jouer, mais pas plus qu'à 65. C'est-à-dire, nous, il nous fallait 35 puis on pouvait mettre nos terrains et autres infrastructures en équité. C'est-à-dire, la participation de la communauté dans le financement était vraiment importante. Le vieux pharmacien là, du lac Brome, justement, nous a prêté de l'argent. Puis c'est de l'argent qui n'est pas en immobilier. On a la chance d'avoir des actifs qui sont sous garantie. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, notre terrain, nous, on a acheté un terrain à un prix X, on l'a loti, on l'a activé, sa valeur marchande a pris de la valeur, puis qu'on a mis ce terrain-là en garantie qui nous a servi de levier après ça pour aller dans les institutions bancaires. On a joué, entre parenthèses, la game pour réussir justement à créer de l'abordabilité. Puis, on ne peut pas faire ça dans n'importe quoi. Là. En agriculture, là, je ne peux pas dire, oui, je vais mettre mes tunnels puis ma grelinette en garantie, s'il te plaît, tu peux-tu me passer 100 000? Puis c'est pour ça qu'en agriculture, euh, le gouvernement se met en garantie par rapport aux banques, puis qu'on a des programmes de financement qui sont supportés en logement, on l'a, mais avec la SHQ. Puis la SHQ, présentement, la seule chose qu'elle met en garantie, c'est pour du locatif. C'est-à-dire, là, on est en discussion à la SHQ pour servir de garantie de prêt, justement, pour de l'accès à la propriété. On a eu aussi la chance d'avoir accès à la garantie solidaire là, de la Caisse d'économie solidaire avec la Fondation Chagnon puis McConnell qui nous ont fait des garanties de prêt, chose qui n'aurait pas été possible là, si on n'avait pas eu des terrains quand même en garantie, parce que tout ça est une question de OK, comment se rendre à la fin, puis que si jamais ça floppe, il y a quelque chose de mobilisable là, financièrement pour reprendre notre bien. Puis si on termine.
Véronique, c'est ça, j'aime beaucoup cette définition-là du petit Robert, qui est la 10e du mot engagement, qui est acte ou attitude de l'intellectuel de l'artiste qui refuse la position de simple spectateur puis met son art ou son intellect au service d'une cause. Je sens que depuis les dernières années, on n'a jamais autant parlé de crise du logement, mais maudit qu'on se sent impuissant par rapport à ça. Puis là, je sens qu'on, justement, avec cette solution-là, on se met en mouvement, on se met en action. Ça permet aux municipalités d'être, tu sais, il n'y en a pas beaucoup de municipalités qui sont des entrepreneurs généraux. Nous, dans Brome-Missisquoi, ultimement, la MRC siège sur un conseil d'administration qui construit des maisons. C'est quand même avant-gardiste et autres. Puis là, oui, il y a Bâtir Maison Canada là, qui existe, là, ou qui existe peut-être dans les lignes, là, mais qui ont leur mission, mais qu'à l'échelle locale, on puisse développer puis créer de l'abordabilité, ça nous semble particulièrement important. Puis que ça l'engage aussi les gens, les amphithéâtres qui sont présentement ici. Et ils refusent, dans le fond, ils ont signé un nouveau contrat social de oui, j'ai accès à la propriété, mais en échange, je me limite la plus-value, je me limite l'investissement, puis il n'y a personne qui regrette ça. C'est-à-dire, je pense qu'au Québec, on est vraiment prêt pour un nouveau contrat social de dire OK, ben, pour tous ceux qui sont des premiers acheteurs qui peuvent pas avoir accès à la propriété actuellement, y a-t-il un nouveau deal possible? On construit moins cher, mais en échange, je fais en sorte que les générations futures vont acheter moins cher. On aurait dû faire ça dans les années 60-70. On ne l'a pas fait. Moi, je pense jamais qu'il est trop tard pour faire quelque chose parce que dans 20 ans, ça va s'empirer. Dans 40 ans, ça va s'empirer. Ça c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis j'espère que j'ai su vous inspirer un temps soit peu. Ça, c'est notre projet. Ça s'appelle Les Utopistes, là. J'avais lu un livre à l'époque qui s'appelle Les Utopistes réels, Utopie réelle, qui était justement de comment faire en sorte pour que les projets qu'on imaginait là, puissent se concrétiser. Puis, dans le fond, c'est un projet de construction mixte là, de 6 portes à Donham. Là. Il y a eu un petit article dans la presse. Si jamais vous googlez ça, vous allez trouver un site Internet. Pour nos prochaines étapes, on veut mettre à l'échelle le projet, c'est-à-dire en développer d'autres, adapter le modèle au multilogement. Nous, on était en secteur rural, là, c'est-à-dire, dans le fond, sur chacun des terrains, on a mis un jumelé, un UHA. C'est-à-dire, ultimement, on a transformé un terrain qui était supposé avoir juste une grosse maison en 2 terrains avec 3 maisons sur chacun. Là. C'est-à-dire, on a quand même, quand on parle de densification douce, je pense que ça a bien marché parce que le multilogement à Donham, de toute façon, on n'a pas les infrastructures en eau, ça n'aurait comme pas fité non plus dans le paysage. Puis on souhaiterait adapter le modèle au contexte agricole parce que, justement, tu sais, la question de l'établissement de la relève agricole vient nécessairement avec des questions d'habitation. Ma conjointe a été là, pendant 5 ans responsable de l'artère dans Brome-Missisquoi, puis ça revenait tout le temps de on veut pas juste un projet agricole, on veut aussi un milieu de vie, on veut s'établir. Puis je pense qu'avec cette session d'amphithéose-là, étant donné qu'on fricote avec le démembrement de propriété puis qu'on peut ajouter des clauses, ben, je pense qu'il y aurait un dossier présentable à CPTAQ pour permettre l'établissement de la relève tout en assurant là, que cette relève-là aille les 2 mains dans la terre puis puissent pleinement vivre leur projet agricole sans avoir la corde au cou puis endetté là, à peine par la financière. Là. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se peut dans tout ça. Hey, merci énormément. C'était vraiment riche, beaucoup de. C'était complexe aussi quand même, là. J'imagine qu'il y a des questions. Fait que vous pouvez lever la main ou sinon les écrire directement dans le chat aussi. Oui, on va y aller avec Carole. Micro. Bonjour, micro. Euh, l'amphithéose existe au Québec sous le modèle que tu expliques, mais dans le domaine public. Tous les bails de villégiature en forêt privée fonctionnent à peu près comme ça, à l'exception aussi de le top à la plus-value, parce que dans la forêt privée, tu peux bâtir jusqu'à demi-million. Sans problème. Mais en tout cas, je ne sais pas si la façon de présenter les choses là, pourrait dire oui, effectivement, ça existe, mais dans le domaine public et non pas dans le domaine privé. Deuxième des choses, et ce qui m'interroge le plus, c'est que tu n'abordes pas en tout
aucune des dimensions urbanistiques réglementaires mises aux normes, qu'elles soient environnementales, au niveau du cadre bâti, au niveau du nombre de bâtiments principaux et secondaires par terrain. Et un terrain est un matricule. Tu peux le subdiviser, subdiviser, subdiviser. Ton terrain va toujours rester sous ta matricule. Comment avez-vous contourné ça? Mais on n'a pas contourné ça. On a travaillé en collaboration avec la ville de Donham, qui est la municipalité où on a implanté le projet. Puis c'est justement là où dans le fond, c'est important d'avoir, dès la base du projet, tu sais, souvent, on a le projet en tête, puis on essaie d'avoir de l'acceptabilité sociale, tu sais, autant pour les voisins que pour la municipalité, puis que tout fit. Mais en les intégrant dès le début dans le projet, puis en expliquant le projet, ça permet vraiment d'être créatif là, au niveau du développement. J'applaudis. J'applaudis la créativité, mais n'empêche que la norme environnementale pour une fosse septique reste toujours la même partout au Québec. Exact. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait ultimement, c'est que dans le fond, on avait un terrain qui avait un frontage qui ne pouvait pas le diviser. C'est-à-dire on a été en dérogation mineure pour le frontage, pour diviser le terrain en deux. Après ça, on a permis, dans le fond, on a fait une modification réglementaire. Ben, la ville a fait une modification réglementaire pour permettre les bifamiliales dans la zone R6, là, qui est la zone en question sur où ce que le projet a eu lieu. Après ça, on a permis les unités d'habitation accessoires dans les zones, notamment dans R6, mais la ville avait oublié d'inscrire que c'était aussi possible de mettre des unités d'habitation accessoires dans les bifamiliales. Ça, on est retourné en modification réglementaire après ça pour permettre les EHA en bifamilial. Ça a été Mais beaucoup de cas vous êtes qu'on sur, aurait pu régler en projet particulier ou en PPC-moi, mais là, après, c'est a posteriori. Puis pour la question des puits puis des fosses, dans le fond, pour le puits, il y a deux puits, un par terrain. On peut aller jusqu'à 20 personnes, là, 2 personnes par chambre, ultimement, sans avoir à faire des tests réguliers là, pour la qualité de l'eau. Puis pour les fosses septiques, là, dans le fond, on a mis une fosse 6 chambres par terrain pour les jumelés, puis une fosse avec champ d'épuration à chaque fois, une fosse 2 chambres pour les unités d'habitation accessoires euh, pour chaque. OK, donc tu as les terrains tes amphithéotiques, tes subdivisions de terrain sont faites en fonction de respecter la norme environnementale. Oui, puis on a gardé un couvert forestier. C'est là, OK, vous avez des grands terrains. Vous avez on des a des grands grands terrains. terrains. On est dans la OK. ruralité, là, c'est un projet rural. C'est pour ça que, mettons, en contexte urbain, de toute façon, on serait branché aux égouts, on n'aurait pas les mêmes enjeux ou à l'aqueduc. Donham, c'est particulier, on n'a pas d'aqueduc nulle part. Puis, dans le fond, on a des grands terrains, ce qui nous a permis là, d'aménager ça comme ça. Mais on a découvert des choses au passage, justement. Tu sais, puis qu'on a collaboré justement avec des firmes d'ingénierie pour s'assurer de la conformité environnementale sans avoir passé par des processus là, laborieux, là, faire des demandes d'autorisation environnementale ministérielle, des systèmes collectifs et autres. Chose qu'on aurait pu faire, mais il aurait fallu vraiment en amont avoir les ressources nécessaires pour le faire et autres, là, chose qu'on n'a pas été. C'est-à-dire, on voulait faire un projet à échelle humaine aussi, en respectant les cadres, tant les cadres réglementaires et urbanistiques, l'intégration harmonieuse. Tu sais, moi, j'ai été sur le CCU du village pendant 8 ans. On s'est assuré de la qualité architecturale puis de l'intégration aussi dans le périmètre urbain. Même si on ne faisait pas partie du PIA, on a respecté les composants de PIA. Notre souhait, c'était vraiment là, d'assurer que le projet soit amplement accepté par la communauté, puis même valorisé, là, que le monde en soit fier de ce projet-là, puis ça soit pas comme, ah, tu sais, les HLM dans le fond. Puis quand on a commencé le projet, je finis avec ça, Mhm. j'avais été voir le maire, puis j'avais dit, ouais, j'ai un projet de logement social, logement abordable. Il dit, Jean-Philippe, c'est bien beau, le logement social abordable, mais il n'y en a pas d'immigrants à Donham. Puis là, j'ai fait, OK.
c'est de là qu'on part. On associe social, abordable, immigration, tu sais, comme on mélange plein d'affaires. Puis c'est Mhm, fou le cheminement qui a eu lieu de l'administration, du politique par rapport au projet. Puis ça, Intéressant. c'est en les Mhm. intégrant dès le départ dans le mhm. projet. Je te Il y remercie aurait beaucoup pour ta Olivier. très longue réponse. Je suis aménagiste à la MRC de Témiscouata. Ici, la ruralité est la norme et non pas l'urbain. Soit dit en passant. Ciao. Merci, Carole, pour ta question. C'était super intéressant. La réponse, Olivier, ça sera à ton tour. Je m'excuse, mon application Lever la MIF, ça ne fonctionnait pas, fait que je l'ai écrit dans le chat. J'ai une question, je me demandais quelle était la réception des prêteurs hypothécaires pour le prêt hypothécaire conventionnel, finalement, que les amphithéâtres vont aller chercher. Comment ils reçoivent ça? Dire, ah, OK, tu n'es pas propriétaire du terrain, tu as juste une amphithéose. Quel a été le travail que vous avez fait par rapport au financement, puis la capacité de convaincre finalement des prêteurs hypothécaires de couvrir finalement par une hypothèque le coût de construction de la maison? Oui, dans le fond, les sessions d'amphithéose, qu'est-ce qui est bien, là, ben, ça reprend aussi ce que M. Tardou disait, là, c'est un vieux droit. Tu sais, les amphithéoses, on en fait plein. La place Ville-Marie à Montréal est en amphithéose. Et c'est une pratique qui est connue. C'est de l'innovation, mais c'est comme de la vieille innovation parce qu'on l'applique à un domaine qui est particulier. Nous, on a été all-in sur des jardins parce que, dans le fond, on avait la particularité du pré-construction par un OBNL qui était la première fois au Québec qu'une institution bancaire offrait un prêt hypothécaire à un entrepreneur général sans but lucratif. Puis que, ultimement, si on offrait les contrats hypothécaires à la même institution qui nous donnait le prêt, il nous donnait un rabais sur chacun des prêts hypothécaires. Là, c'est con comme ça. Mais nous, notre souhait, c'est justement, là, on a tout signé des prêts hypothécaires à court terme. Juste question d'entamer le projet, puis on souhaite justement faire en sorte de faire concurrencer les autres institutions financières pour que, encore une fois, on ne soit pas pris dans la captivité d'une seule banque qui déciderait du taux. Là, jusqu'à tout récemment, on n'avait pas la question de la SCHL, mais on a une nouvelle amphithéâtre qui a besoin de l'assurance SCHL. C'est-à-dire, on a fait la démonstration de fait que ça pouvait aussi fonctionner avec la mise de fonds 5 au lieu de 20 c'est-à-dire, là, à chaque fois qu'on avance de jalon, on voit justement les barrières se lever. C'est-à-dire, pour les prêts hypothécaires, je te dirais, c'était pas là tant le problème que c'était vraiment la pré-construction à l'entreprise sans but lucratif de construction qui n'avait aucune expérience en construction. C'était plus difficile. Puis c'est là qu'ils ont embarqué McConnell avec la Fondation Lucien-André Chagnon et autres. Mais c'est comme quelqu'un qui est dans un terrain de camping, mettons une maison mobile dans un terrain de camping. Je ne sais pas comment ça se passe dans les forêts publiques, là. Ça m'a comme titillé l'attention, puis j'ai envie d'aller faire plein de recherches, là. Mais sur un terrain de camping, advenant, mettons, un bail de plus de 30 ans, c'est possible d'aller chercher une hypothèque à une institution bancaire puis d'être assuré à SCHL, là. Super. Il y aurait Martin qui aurait une question aussi. Ouais, pour le volet entrepreneur général, pour la garantie des maisons neuves, je sais qu'habituellement, tu sais, la GRC demande une caution personnelle aux entrepreneurs qui l'offrent. Dans votre cas, pour un OBNL, j'imagine que c'est différent. Pourrais-tu nous éclairer? Ouais, c'est pas la GRC, mais la GCR, là. La Ah, GRC, c'est comme un autre genre d'acronyme, là, mettons. Mais pour la GCR, dans le fond, c'est ça, c'est la Fondation Lucien-André Chagnon puis McConnell qui a fait la garantie de prêt parce que justement, ils ne pouvaient pas avoir de garantie personnelle. C'est-à-dire, on a utilisé. Puis là, c'est mon moment publicitaire, là, mettons. Grâce à la garantie solidaire de la Caisse d'économie solidaire, c'est maintenant possible pour les entrepreneurs généraux d'avoir une garantie pour la GCR. Ça, on l'a ouvert, puis on est trois, là, quatre maintenant à avoir utilisé cet outil financier-là. Puis c'est un outil qui est moins cher. Puis là, je ne sais pas si je suis posé de dire ça, là, mais c'est moins cher que l'assurance. Parce que souvent, quand tu es un entrepreneur privé, tu prends l'assurance de l'APCHQ qui va te couvrir ta garantie 150 000 GCR. L'assurance de GCR, pour avoir la GCR, mettons à la PCHQ, elle coûte
2800 à 3000 pièces par année. Moi, mon deal avec la Fondation Chagnon sur la garantie solidaire est à 1,5 %. C'est-à-dire, mettons que ça me coûte 2000 quelques piastres. C'est-à-dire, ça me coûte moins cher d'être garanti par la garantie solidaire qu'être garanti par l'assurance de la PCHQ. C'est-à-dire, comme quoi, des fois, dans la vie, c'est bon d'être un OBNL. Puis je sais qu'il y avait de l'ouverture là, de la Fondation Chagnon, puis de la Caisse des Games solidaire, puis McConnell, de s'il y avait d'autres projets solides qui leur étaient demandés pour faire de la garantie de prêt sur la GCR, ils se mettent, ils peuvent s'investir là-dessus. Super. Fait que les 3-4 autres que tu mentionnes, c'est les autres entrepreneurs généraux qui se sont à but non lucratif, qui se sont créés après vous, dans le fond? Oui, c'est ça. Il y a Construction Métis là, Dans le Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, qui est arrivé en même temps pas mal que nous autres. Village Urbain, qui est dans la chaîne Collège Cégep Montmorency, le Collège Montmorency à Laval. Puis Construction éco-solidaire là, qui est à Frédéricksburg, là, qui ont les Cocagnes, Nidazo, que vous connaissez sûrement aussi, là, Stéphanie Hinton. Ils ont été chercher leur licence, eux, là, ultimement, présentement, pour construire leur grange agro-touristique, mais ils ont tout un projet de développement immobilier là, qui vont intégrer coop de propriétaires, foncier solidaire, habitation privée. En tout cas, c'est un projet comme de haut niveau, là, mettons, qui sont soutenus aussi par les mêmes prêteurs. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Jean-Philippe dans la salle? Au niveau de la mise à l'échelle, tu l'as effleuré rapidement en fin de présentation, mais c'est Non, je quoi les laisse pas prochaines Aude étapes? Fournier puis François Descaries poser de questions. Ça, c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. Vous S'il n'y a pas connaissez de bien. questions, moi j'en ai. C'est bien, JP? Arrête! Ah Mais ouais. non, mais regarde, je m'en viens. Frank, je m'en Ok, viens. ben, on t'invite à prendre un café à la place. C'est parfait. Ben, Ben, j'en ai allez-y. une. Ouais, vas-y, Véronique, j'en ai une petite quand même. Ben oui, mais vas-y, moi j'allais vers la mise à l'échelle, mais vous êtes la priorité, là. Ouais. En établissement agricole, puis même de manière générale en milieu rural, toute la question de l'optimisation des terrains me semble une avenue qui est ben, pour ton OBNL, JP, mais aussi pour le milieu, là, qui sont super intéressantes. Euh, c'est quoi les prochaines étapes? Il me semble qu'il y a très, très peu de municipalités qui ont adopté, tu sais, qui ont adapté leur réglementation. Il me semble que ça devrait être la prochaine grande bataille, ça, si on veut qu'il y ait plein d'innovations qui soient faites, puis plein d'initiatives qui soient faites dans nos milieux ruraux. Mais c'est quoi, pour aller dans cette avenue-là, c'est quoi les prochaines étapes que tu vois, Fait JP? qu'on commence à prendre un café ensemble, Frank. Appelle-moi. Ça, c'est bon. Ouais. Non, mais mettons à Saint-Camille, là, avec Olivier, on est en train de réfléchir tu sais, à quelque chose. Friche solidaire aussi dans la note. Là, tu sais, je sens qu'avec des projets pilotes comme ça qui peuvent être faits, là, tout passe souvent par des projets pilotes, des projets concrets. Là, tu sais, moi, j'ai envie justement qu'il y ait quelque chose tu sais, de quoi tester réellement. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à des projets, qui écrivent des projets, mais là, je pense qu'on est rendu à aller clairement aux portes, puis couler des fondations, puis faire des projets. C'est-à-dire, moi, je Mais n'attends que ça. Là. là-dessus. Oui, les projets, mais par exemple, la FQM, as-tu une façon de faire des résolutions cibles pour ses membres qui voudraient s'en aller en direction-là? Il y a plein de personnes dans les milieux municipaux qui cherchent des solutions à l'habitation, puis je suis surpris que ça ne lève pas plus que ça. En milieu rural, dans les petites municipalités, Ah oui. Saint-Camille, ça ne me surprend pas, évidemment, là, mais tu sais, les municipalités, même des municipalités moins progressives, ont beaucoup d'appétit pour ça, je suis convaincu. Il suffit juste de leur mettre les outils en main, là. Ben vraiment, ben, je suis d'accord. Puis c'est pour ça qu'on a produit des guides. On vient de recevoir un financement du Centre de transformation du logement communautaire, justement pour diffuser le modèle, le mettre à l'échelle. On veut faire une mission en France aussi là, pour aller voir l'application des organismes de foncier solidaire qui gèrent des beaux réels solidaires, là, qui est comme
qui pourrait être une intégration vraiment facilitante là, pour faire connaître le modèle. Parce que, ultimement, en France, comment ça se passe, c'est qu'on accrédite des organismes de foncier solidaire. C'est-à-dire, ils pourraient avoir, mettons, foncier solidaire Thetford, là, mettons, puis qu'une fois accrédités, ben, ils ont la capacité de gérer des baux réels solidaires. Puis, ultimement, faire du démembrement de propriété pour construire à travers du financement X, Y, Z. Puis, tu sais, j'ai rencontré la SHQ, la ministre de l'Habitation et autres. Tout le monde a de l'appétit pour ça. Je pense qu'on m'a regardé aller, on a vu que, bon, mais qu'est-ce qu'on était capable de faire dans Bromiskois. Puis la prochaine étape, c'est justement, c'est une mise à l'échelle. Puis la SHQ me dit, eux, bon, ben, on a de l'appétit pour le multilogement en zone urbaine. Moi, c'est comme si j'avais envie de plus de ruralité puis de dynamisme rural, régional. Je comprends leur enjeu au niveau de l'habitation dans les zones plus urbaines, Cowansville, Granby et autres, là, mais il y a une solution aussi, selon moi, à une échelle humaine pour l'optimisation du périmètre urbain dans un désir de revitalisation du territoire, puis de l'occupation agricole, puis c'est-à-dire, moi, je navigue là-dedans, là, à travers les désirs de l'un, puis les souhaits de l'autre, puis de trouver justement comment on peut trouver la bonne manière. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, s'il y a 20 000 portes en France, ben, il y a clairement de la place que pour plus que 6 portes au Québec, là. Tu sais, ça, c'est mon avis. Puis j'étais récemment à Halifax, là, au sommet sur les fiducies foncières communautaires qui regroupent, toutes choses étant égales par ailleurs, des choses fuckées en habitation, mettons. Puis ça se passe partout au Canada, là, ce genre de choses-là. Puis eux, ils ont le common law, ils utilisent d'autres outils de démembrement de propriété, mais je sens qu'il y a de l'appétit across Canada pour du différent qu'on a actuellement, qui est un peu un temps révolu. Tu sais, je vois ta magnifique maison en arrière. Aujourd'hui, ça se peut plus, ça, au prix qu'on. Tout ça, c'est comme. Il faut juste se dire un peu que c'est l'ancien temps, mettons. Puis qu'aujourd'hui, c'est pas vrai qu'une jeune famille qui travaille à un salaire correct peut avoir accès à la propriété. C'est plus vrai, ça. Je pense qu'il faut aussi se dire les vraies choses, puis que la transmission des héritages non imposables va continuer à perpétuer justement des lignées aristocrates de propriétaires, mais on ne peut plus se suffire que de ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un constat aussi politique à faire aujourd'hui qui se doit d'être approprié par le plus de monde possible. Hmm. Merci pour la question. On va prendre la dernière question d'Olivier, mais ceux qui doivent quitter, on vous en voudra pas. On sait qu'il est 13 heures. Vas-y, Olivier. Mais c'était juste un commentaire. En fait, c'est que dans notre recherche, de notre côté, c'est qu'on se dit que justement, la construction unifamiliale qu'on voit dans nos campagnes, surtout pour des municipalités qui ne sont pas desservies par des services d'aqueduc, d'égout, ben, tu sais, construire une maison, ça amenait des coûts, une construction neuve. Là, tu sais, on vit une crise du logement, donc il faut accroître le parc immobilier, mais construire, ben, acheter un terrain, et faire un champ d'épuration, un puits, et tu sais, faire l'entrée, tout ça, avant même de construire ta maison, tu en avais à peu près pour un petit peu moins de 100 000 là, mais à peu près autour d'eux. Puis, tu sais, ça devient vraiment extrêmement complexe puis difficile d'envisager une construction que des familles vont pouvoir se permettre. Puis c'est ça qu'on a besoin dans nos milieux ruraux. Donc, c'était vraiment ça, dans cette réflexion-là, de dire ben, comment on peut favoriser un établissement un peu plus dense, de contourner en fait là, le Q2R22 puis le Q2R28 pour le puits, le champ d'épuration en collant des bâtiments, mais aussi en mettant, en aménageant un espace de vie qui va permettre à des familles aussi de partager, parce qu'on a tous 2 voitures par famille, pratiquement là, en région, là. Fait que les coûts d'établissement sont grands, ça coûte cher. Fait qu'il faut qu'on repense les choses, puis au lieu d'avoir tu sais, toutes nos tondeuses, notre garage, toutes nos affaires individuelles, ça appelle un nouveau type d'établissement, puis un nouveau type de milieu de vie aussi. Fait que c'est ce qu'on trouvait particulièrement attractif là, dans le modèle de foncier solidaire. On n'avait pas trouvé la voie légale pour le faire. Puis quand l'amphithéose est arrivée, on a fait ah, c'est ça la clé. C'est pour ça qu'on étudie ça, mais on trouve que c'est porteur pour la suite, là.
Peut-être juste mentionner qu'il y a de plus en plus de municipalités nord-américaines qui commencent à interdire l'établissement de maisons unifamiliales, là. Oui, pour les coûts, mais aussi pour le modèle de développement, là, tu sais, sur l'étalement urbain et autres. Est-ce qu'on peut encore se permettre au Québec de construire des maisons unifamiliales qui étaient un rêve, encore une fois, tu sais, peut-être révolu. Puis je sais que c'est des deuils à faire parce que... Puis je pense qu'il faut changer notre conception aussi de qu'est-ce que peut avoir de l'air un jumelé ou c'est quoi la vie avec un UHA en arrière. Toutes ces choses-là peuvent on peut revisiter les codes. Puis nous, c'était ça dans notre désir architectural de réformer un peu l'image qu'on a d'un jumelé sur une rue Truman Show qui ressemble toute la même affaire avec la même pierre grise en façade puis le vinyle dégueu en il y a d'autres choses qui sont possibles que ça. Et on devrait interdire le bardeau d'asphalte comme matériau de construction, comme ils le font en Suisse. C'est des choses que je pense au Québec, on serait dû pour une petite révolution là, de l'habitation. Pour plein de raisons, ça ne se fait pas actuellement, mais je sens le germe de la révolution. Ben, je pense que tu en fais partie, puis c'est vraiment inspirant de vous voir aller, là. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Merci énormément, Jean-Philippe, pour ton temps. Puis je sais qu'on va poursuivre la discussion, notamment du côté de Saint-Camille, là, pour lesquels des liens sont en train de se tisser. Mais ça mettrait fin à la présentation aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. Voilà. Merci beaucoup Merci tout le monde. encore, Jean-Philippe. Merci, Yes. salut. Salut Jean-Philippe. À bientôt.